Bonjour à toutes et à tous, c'est Ahmed, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié le live d'hier. Si vous l'avez loupé, vous retrouverez bien évidemment sur la page YouTube des rois du Bitcoin. En replay, on va parler Bitcoin très rapidement. Ethereum, on s'est fait un petit peu malmener sur nos cryptoactifs préférés, un hack côté Solana sur le swap de Solana Radium. On va aussi en parler dans cette vidéo et on refait un petit point par rapport à des prises de liquidité. Est-ce qu'on peut potentiellement continuer à voir apprécier ce prix du Bitcoin ou sur les indices à partir de lundi? On en parle rapidement maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. On est au plus de 11 600 sur ce Discord. Vous y trouverez à l'intérieur une documentation, une stratégie qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme. On est plutôt investisseurs. Chez les rois, il y a aussi des traders. Donc vous pouvez éventuellement venir partager avec eux sur les traders expérimentés, sur live trading par exemple, si vous voulez éventuellement profiter, ce qui est extrêmement difficile, de ces périodes de forte volatilité par rapport à des annonces, notamment sur le CPI et le FOMC le 23 décembre prochain au niveau du CPE Core. On va parler Bitcoin en fait très rapidement. On avait ici, si on venait à travailler en dessous de cette toute petite ligne par rapport à un daily, donc là je suis en horaire mais on peut se mettre en daily, ce serait une invalidation d'une dynamique tendancielle haussière de fond, donc on l'a brisé alors qu'on avait déjà dans le live brisé côté Ethereum et on a continué à se déprécier. On se retrouve dans une zone de rechargement, d'achat court terme ici sur Ethereum. On attendra bien évidemment des structures pour pouvoir potentiellement jouer la contre-tendance. Pourquoi? Parce que c'est très difficile de vendre dans des zones de rechargement, d'achat court terme. Prendre des shorts ici, eh ben, ce n'est pas la meilleure solution. Vous aviez ici une bonne entrée sur le premier arrêt, une fois, deux fois, trois fois, on vient chercher la liquidité et on repousse le prix. Est-ce que c'était entre guillemets couru d'avance? Pas du tout, on aurait très bien pu continuer à apprécier ce prix, refaire de l'accumulation et derrière break à la hausse pour aller chercher une zone de rechargement de vente logique moyen terme et ici également essayer de prendre des shorts sur une forme de consolidation. Donc le cours est 80% du temps en range, 20% en tendance, 80% en range et prendre potentiellement le breakout avec des dynamiques potentiellement sur notre momentum baissier avec des divergences confirmées, pourquoi pas, et éventuellement prendre ce trade là. Celui-ci était extrêmement difficile, hormis en 4 heures, juste une toute petite bougie de ravalement et une divergence qui était en horaire qui avait été confirmée, mais c'est très difficile à prendre bien évidemment, vous le savez, c'est toujours la même chose, elle était ici, vous voyez une divergence, double, triple divergence, derrière on vient un break juste là, on confirme on confirme la bougie ici en horaire, et derrière on fait le pullback et on continue à traverser, et on était sur des lignes de tendance, si vous le souhaitez, on les avait tracées ensemble, rappelez-vous, et ça fonctionne plutôt bien d'ailleurs, si on se met en horaire, là on vient chercher quasiment le haut de cette ligne de tendance, derrière on revient chercher le bas, on travaille en dessous, on percute, on vient de grinder cette nouvelle ligne, c'est toujours cette ligne de tendance qu'on avait vue précédemment, et une ligne de tendance fantôme, si vous voulez, qu'on vient à chercher plus loin. Donc c'est comme ça que je l'ai tracé souvent pour prendre éventuellement des trades. Je suis pas forcément à l'aveugle en attendant une divergence potentielle sur des petites time frames ou une bougie de ravalement. Ici nous ne l'avons pas eu, on en avait parlé hier lors du live, malheureusement on ne l'a pas eu ici, on n'avait aucune confirmation de retournement même sur des toutes petites time frames. On break encore une fois cette ligne de tendance, ouais, ça, en 1 heure, 2 heures, 3 heures et derrière on break, on fait le pullback, c'est assez chirurgical et derrière on continue, mais ici on avait potentiellement la possibilité de prendre un trade. Est-ce qu'on avait une petite divergence là-dedans? Oui, on l'avait la divergence, regardez, hein. Elle est ici ça monte, et là-bas ça baisse, donc sur des petites time frames, voilà. Ah non, je l'ai pas, désolé. Je ne l'ai pas puisqu'on a bien clôturé en dessous. Est-ce que sur des 14 périodes, ou 21 périodes, on l'a? Je suis en 14 périodes, ah on l'avait peut-être, on va regarder. Je le fais un petit peu à l'aveugle, mais je trouvais ça intéressant. Non, je l'ai pas non plus. Non, je l'avais pas. Ici, je ne l'ai pas. Absolument pas. Non, c'est pas une divergence non confirmée, donc potentiellement on pouvait pas jouer la divergence momentum, mais maintenant on peut potentiellement jouer la divergence momentum puisqu'on a une structure au niveau de notre MACD qu'on vient de confirmer en petit time frame. Est-ce qu'on a une divergence? Non, on n'a pas non plus de divergence malheureusement, donc toujours très difficile à prendre au niveau de ces trades, donc toujours, généralement, on va chercher 2, 3, 4, 5 conditions pour pouvoir éventuellement rationaliser un trade, ici relativement difficile, hormis la zone, donc ce n'est pas potentiellement suffisant. Est-ce que ce trade était rationnel à prendre? Un petit peu à la volée, donc on joue plutôt la news, malheureusement plutôt risqué, et personnellement bien sûr je ne l'ai pas pris, mais c'était des idées si vous voulez que je vous pousse pour essayer de rationaliser, de ne pas acheter en haut, mais plutôt acheter dans des zones de clés de prise de liquidité. Ce qui nous embête, je vais effacer ça, puisque finalement il n'était pas prenable sur nos conditions de trade. Les traders ont toujours des conditions de setup qui répètent indéfiniment. Rien de très sexy dans le trading, à part l'émotion et l'adrénaline que vous pouvez vous procurer, que vous devez en fait absolument annuler, absolument annihiler, absolument supprimer. Sinon, ce n'est pas bon pour vous et pour votre capital d'investissement, comme vous pouvez bien sûr l'imaginer. Pourquoi c'est compliqué?
Je vais vous le dire très simplement. Vous le voyez ici, on a un range. Derrière, on vient chercher la liquidité et les stops complètement logiques, on repousse le prix. Ici, on a un range, on vient chercher des stops complètement logiques et derrière, on repart plutôt à la hausse et on ne vient pas chercher les stops complètement évidents. On a un petit range, on vient chercher les stops complètement évidents et derrière, on repousse le prix. Les vendeurs sont sous l'eau. Derrière, on vient chercher une extension, quasiment les 0,50. On casse le premier arrêt. On clôture d'ailleurs le premier arrêt pour le coup en délit. Malheureusement, ce n'est pas suffisant, il y a une réintégration. Donc toujours la même chose, attention aux réintégrations pour les invalidations. Ici on vient clôturer, hop une petite bougie là, réintégration, bien évidemment. Ce n'est pas bullish, et vous avez une bougie de ravalement que vous voyez comme moi juste là. Donc ça, ce n'est pas bullish. Bien évidemment. D'ailleurs, on vient chercher un premier arrêt, potentiellement essayer de retourner ce cours, ce n'est pas ce qui est fait. Le plus probable, qu'est-ce que c'est si on vient casser le premier arrêt, d'aller faire un tour dans une zone de rechargement d'achat court terme, c'est ce qu'on a fait en l'espace d'une journée et nos cryptoactifs préférés ont fortement saigné. On vient chercher en fait cette poche de liquidité, ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'on l'avait déjà fait précédemment. Voilà. Donc en fait, il n'y avait aucune raison qu'on revienne chercher les 16 666 $. On avait des poches et des clusters de liquidité qui étaient positionnés sur les 17 000 $. On avait aussi les options sur les 17 000 $. On l'avait bien vu ensemble. Juste, je vais remonter un tout petit peu sur The Kingfisher. Voilà, ici, on le voyait très bien, 17 100 $, 17 000 $, des grosses poches de liquidité qui étaient complètement logiques à venir chercher. Maintenant, vous avez plutôt des vendeurs à découvert qui sont positionnés entre les 17 000 et 18 000 $, voire les 20 000 $, et pourquoi pas, jusqu'à la fin de l'hiver, éventuellement aller chercher les 26 000 $. Je n'en serais pas surpris personnellement, puisque aujourd'hui, je vais tout à fait honnête avec vous, je ne vois pas de news catalysante qui peut éventuellement continuer à déprécier ce cours. Et je le dis, je le redis, je ne vois pas en quoi Bitcoin retravaillerait ses précédents lots s'il n'y a pas de news catalysante. Donc on peut éventuellement avoir la SEC contre XRP, on peut éventuellement avoir Gemini qui dépose le bilan, on peut avoir notamment Binance qui continue à avoir un bank run. On parle aujourd'hui de 6 milliards de dollars qui sont sortis de Binance, beaucoup de FUD notamment sur Twitter, qui dit je préfère avoir mes sous sur ma banque plutôt que sur Binance, jamais sur Binance, etc. Donc ça tourne en boucle sur Twitter actuellement, ça tourne en boucle sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on est en train d'assister à un bank run vis-à-vis de Binance? La question, bien sûr, reste ouverte. Si on parle de 6 milliards, c'est à peu près 10% des actifs en réserve qui nous ont éventuellement livrés par rapport à leurs preuves de réserve. Est-ce que c'est suffisant pour éventuellement donner du fil à retordre à Binance? Honnêtement, je ne pense pas, puisqu'en fait, il n'y a pas de news réellement catalysante ou de problématique, hormis Mazar. Mazar qui dit je me retire en réalité de mes enquêtes sur ou de mes protocoles de proof of reserve sur les échangeurs crypto.com, sur l'ensemble des échangeurs crypto, sur Binance, etc. Et je ne veux pas en fait entre guillemets signer de mon nom par rapport à ces formes de pseudo-garantie qui n'en est pas, puisque c'est peut-être mal interprété par l'ensemble des communautés et finalement c'est très difficile, je pense, puisque c'est quand même comme relativement quelque chose de nouveau et CZ le dit très bien, ces organismes de contrôle n'ont pas les moyens technique de pouvoir réellement investiguer sur des preuves de réserve au sein des univers crypto, puisque c'est un petit peu plus, je dirais que c'est plus particulier par rapport à ce qu'on peut voir dans le secteur plus traditionnel, comme vous pouvez bien sûr l'imaginer. Voilà pour ça, donc ça crée des tensions, ça crée des incertitudes, et potentiellement aller chercher des poches de liquidité, et on l'avait dit ensemble en fait, Bitcoin oscille, lorsque Binance vacille, on me réécoute, toujours très intéressant, mais c'est souvent le cas en fait, ce qui se passe, c'est clairement ça. Vous allez voir très très rapidement une volatilité, et généralement le premier qui bouge perd, voilà, dans ces jauges de liquidité, et je vais aller encore plus loin, généralement le premier qui bouge perd, derrière on va chercher une poche, et puis on revient à la neutralité. Ou, dans le cas contraire, on vient chercher une poche, on repart à la hausse, et puis on revient à la neutralité. C'est à peu près ça, et c'est à peu près dans ce contexte-là que le marché généralement réagit sur des, entre guillemets, des événements de liquidité. Exactement. En fait, dans des événements de liquidité, généralement, on va chercher en haut, on va chercher en bas, on va chercher en bas, on va chercher en haut, et on revient généralement à la neutralité. Ni plus ni moins. Donc, est-ce que, trader, vous vous êtes amusé à chercher ces poches de liquidité? On avait commencé à apprécier le cours. Derrière, on vient chercher cette poche de liquidité. Je sais plus où est-ce que c'était, où j'avais noté quelque part, je ne sais plus trop où. C'était peut-être là-bas. On va y retourner ensemble. Je trouvais ça toujours extrêmement pertinent de vous rappeler tout ça, puisque, en fait, ce n'est en fait jamais différent. C'est ça la vérité, c'est que ce n'est jamais différent. Bon, je l'ai plus, j'ai dû l'effacer, ces fameux clusters de liquidité. Bon, c'est pas très très grave, on va le reprendre juste ici. Mais grosso modo, vous aviez des poches complètement logiques juste là de liquidité. Vous aviez des clusters de liquidité qui étaient au-dessus des précédents lots juste ici. Derrière, on peut aller les chercher. On vient chercher la liquidité au nord et on revient chercher la liquidité au sud. Et très probablement, on reviendra à la neutralité. Tout simplement. Donc, est-ce qu'il faut vendre panique là-dedans? Je ne pense personnellement pas.
Voilà, puisqu'on arrive sur des points complètement clés. D'ailleurs, vous avez ici un fort agrégat au niveau des volumes, profile, qui se trouve juste ici, hein, vous le voyez comme moi depuis le précédent crash ici vis-à-vis de FTX, et on vient pile travailler dessus. Également, un billet psychologique que je vous avais donné pendant le live, avec le travail de Cryptos notamment, c'est réellement ici où il y a le plus gros changement de main au niveau de la distribution et de l'accumulation au niveau des bitcoins. C'est historique, c'est 1,5 million de bitcoins, ça correspond à 8% du supply. Regardez bien où est-ce qu'elle est cette bougie, elle est je pense très proche des 16 800 $ ou 16 700 $, hein. Vous le voyez vraiment comme moi. Et où est-ce qu'on est en train de travailler actuellement et où le cours s'arrête en réalité, 16 500, 16 800, 16 900 $, ni plus ni moins. Donc je pense qu'on va revenir à la neutralité, et c'est à ce moment-là qu'on devra prendre finalement une décision. Est-ce qu'on vend ou pas, puisque la dynamique de fond est baissière maintenant, puisqu'on a travaillé, on a fait un nouveau lot, donc on va chercher potentiellement un pullback dans une zone de rechargement, donc premier arrêt, 0,50, zone de rechargement de vente logique, pour potentiellement retourner ce marché et continuer la dynamique baissière. Tant qu'on ne vient pas casser le premier arrêt, le premier arrêt, qu'est-ce que c'est? C'est d'aller faire un nouveau plus bas, le premier arrêt n'a pas cassé. N'a pas cassé, tout simplement. Des choses qui sont aussi un tout petit peu pénibles, je vous l'ai dit dans des plus grandes time frames, on avait éventuellement un tout petit espoir qui était en train de se mettre en place, c'était par rapport à notre magnifique divergence haussière qu'on pouvait éventuellement observer, qui était juste là, si on venait à travailler et à clôturer dimanche soir au-dessus des 17 200 $, est-ce qu'on va le faire, est-ce qu'on va pas le faire? On voit bien cette bougie, on voit bien cette bougie juste ici en weekly, qui vient de se faire ravaler, très proche d'un premier arrêt, on est en train de ravaler complètement cette bougie, c'est pas nouveau, hein. On le voit en 2018, on le voit dans plein de situations, on vient chercher les futurs millionnaires, d'ailleurs on essaie de recréer un range, premier arrêt sont des zones logiques théoriques pour poser, entre guillemets, un haut de range, on vient chercher le bas de range et on repousse ce cours, malheureusement on avait en fait ce petit... notre petit RSI ici qui était en train de faire ça quand on était à 18 400, 18 200 $, et là, malheureusement, rien ne s'est passé, on annule tout et on recommence, entre guillemets, on attendra bien nos confirmations. Mais je comprends que ce soit bien sûr très difficile. Une petite chose aussi très intéressante, sur des toutes petites time frames, je sais plus où est-ce que j'avais vu ça, peut-être que c'était en horaire, par rapport à une divergence qui était en train de se mettre en place, je ne le sais plus, au niveau de notre momentum, je crois que je l'avais vu quelque part, parce que le momentum est toujours dans la main des bulls, me semble-t-il. En weekly, c'est une certitude. Hein, c'est toujours dans la main des acheteurs, hein, jusqu'à preuve du contraire, on avait bien structuré au niveau de notre momentum, ici notre structure, la structure est donnée, on peut faire éventuellement le roi de pique sur le momentum, au niveau de notre MACD, et repousser fortement, hein, donc je ne serais pas surpris d'avoir une continuation haussière sur ce marché sans aucun problème, comme on peut bien sûr l'imaginer. On fait juste un tout petit tour par rapport à S&P 500 et on finira là-dessus, rien de plus hein, dans ce marché, vraiment que de la prise de liquidité, on vient travailler le premier arrêt, donc on travaille juste un tout petit peu en dessous, je suis actuellement en weekly, c'est pas une jolie clôture, je veux pas vous mentir par rapport à ça, mais tant que le premier arrêt tient, on peut très bien repousser et aller chercher notre objectif de prix qui se trouve, bien évidemment, un tout petit peu plus haut. Je finis sur quelque chose de très important, juste avant ça, on fait un tout petit peu d'order flow, très intéressant également, beaucoup de clôtures au niveau des positions, beaucoup de clusters qui ont été liquidés, 7 millions, 5 millions, 6 millions, 8 millions, 4 millions, et puis derrière on a bien travaillé, on a bien entre guillemets secoué le cocotier de liquidité, donc on est parti du haut vers le bas, et puis derrière on a bien déprécié au niveau de ce marché, on a un ratio long short qui est plutôt en faveur des vendeurs à découvert jusqu'à preuve du contraire, mais on a vu précédemment que c'était plutôt ce qui se passait quand on avait des gros éloignements au niveau de notre ratio long short, finalement le cours partait plutôt à l'inverse, donc toujours intéressant de le signaler, on a des spreads qui sont extrêmement négatifs, des fundings ici qui sont repassés négatifs, et d'ailleurs vous pouvez voir comme moi au niveau de la dépréciation de ces fundings ici, hein, ça se déprécie réellement, donc beaucoup de vendeurs qui se sont positionnés sur ce prix dans cette descente, qu'on viendra très probablement dégommer avant de faire une continuation baissière, tout simplement. Suivez vos setups, suivez votre stratégie, et tout se passera bien, et bien évidemment très difficile d'aller chercher et de jouer ces périodes de forte liquidité. On a aussi débouclé, je pense, beaucoup de positions par rapport à ces grandes expirations, notamment sur le S&P 500, entre le 15 et le 16 décembre, et malheureusement, c'est beaucoup de profits qui ont été pris. D'ailleurs, on a ça, hein, des news qui commencent à passer, notamment sur les échos investir, etc. Vous avez Goldman Sachs qui va licencier près de 4000 personnes. Bon, c'est toujours difficile à entendre, mais c'est comme ça, dans des périodes d'incertitude, de possible récession, de non, comme on dit ça, de façon cohérente, de non... par rapport à la Fed, de moins commandante, hein, un petit peu au quiche, malheureusement, c'est des décisions qu'il faut prendre avant qu'il ne soit trop tard, finalement, et on continuera à les observer, et probablement qu'on verra le taux de chômage aux États-Unis continuer à s'apprécier, qui
pourrait potentiellement être une bonne nouvelle, malheureusement, pour le S&P 500 et pour nos actions, et potentiellement pour nos actifs préférés. Ce qui peut être aussi intéressant, c'est qu'il y a eu une recorrélation négative entre S&P 500 et le marché crypto. On le voit ici, hein, donc c'est une corrélation négative, mais c'est quand même une corrélation. Dès lors, on peut espérer que si le marché, le S&P 500, revient à s'apprécier, à ce moment-là, on pourrait peut-être voir nos cryptos totales et nos cryptos préférés aussi se réapprécier. On s'est fait un tout petit peu dégommer, hein, on va pas se mentir par rapport à nos cryptos préférés. On peut prendre par exemple, je sais pas moi, il y a eu un truc sur Filecoin, il a perdu 50% le bébé, donc c'est un petit peu dommage, mais c'est comme ça. Hein, il n'y a pas forcément de news catalysantes. Je sais que hier il y avait un Hama, ça a perdu 44%. Bon, c'est comme ça. Solana aussi, qui est en train de se faire hacker au niveau de Radium, me semble-t-il, c'est passé ici. Donc le hacker a réussi à aspirer, à drainer près de 1,4 million de dollars. Donc il est parti Ethereum derrière Tornado Cash, vous connaissez l'histoire. Est-ce qu'il va réussir à repartir? Une faiblesse au niveau du protocole, apparemment il utilisait une clé administrateur. Donc beaucoup d'informations sur ce sens-là. Est-ce que c'est beaucoup? Ça reste quand même un hack, donc c'est toujours la même chose. Solana reste sur ses précédents lots, donc c'est relativement intéressant de l'observer. On n'est pas parti plus bas que terre, c'est toujours des opportunités pour des énormes baleines d'acheter massivement des tokens sur de la capitulation, et la capitulation se passe sur tous les niveaux de prix, qu'on le veuille ou non, mais jusqu'à preuve du contraire, on a un retour des volumes et ça s'arrête, hein, tout simplement sur ce fameux pending exécution, juste ici. Je finis. Demain, j'ai fait une vidéo, et on a fait une vidéo avec le CEO, avec le CSO, le patron et le cofondateur de Swissborg, Anthony, je ne sais plus son nom, je ne veux pas l'écorcher, je ne le trouverai peut-être pas, je ne sais plus où est-ce que je l'avais noté, bon, c'est pas très grave pour le coup. Donc avec Anthony, c'est le cofondateur de Swissborg, je sais qu'on a beaucoup de Swissborgers au sein de la communauté, donc je rentre en relation avec eux, je pense qu'on va travailler ensemble sur le très long terme, je vous expliquerai la semaine prochaine dans quelles conditions et pourquoi je pense que c'est très intéressant de s'y intéresser aujourd'hui, puisque aujourd'hui Swissborger est réellement la porte d'entrée parfaite pour beaucoup d'Européens et de terriens, j'ai envie de vous dire, pour apprécier et mettre un pied et un premier pied dans le monde des cryptoactifs et pour accompagner cette adoption de masse dans les 10, peut-être 20 prochaines années. Et vous avez ici une grosse news qui est relativement rare au sein des écosystèmes crypto, c'est qu'il a fait une série A et il l'a ouverte à sa communauté. Donc je pense que beaucoup en ont entendu parler, je vous en avais parlé très rapidement, je m'y intéresse très fortement, je vous expliquerai exactement comment je vais éventuellement m'exposer sur cette série A et sur Swissborg. Je pense que ça peut peut-être en intéresser certains. Je vous expliquerai ça, tout ça la semaine prochaine. Donc vous avez maintenant mes liens dans la description. Donc ce sera un partenariat extrêmement long terme dans le temps. Et soyez nombreux. Demain, vous aurez la vidéo. Ça dure très longtemps. Pour le coup, je crois qu'on a fait 1 heure ou 1 heure et demie de vidéo. Vous regarderez ça. J'espère que ça vous plaira. Aucune langue de bois. Avec le CSO et cofondateur de Swissborg, Anthony. J'espère que ça vous plaira. Anthony, le Zouamier Gémio, c'est ça, le Zouamier Gémio. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve donc demain pour cette interview sans langue de bois avec un cofondateur de Swissborg et on se retrouvera lundi pour une vidéo d'actualité